Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ces grands plateaux sur CCTV, sur Radio Liberté Kinshasa. L'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo avec la campagne électorale, vous le savez, qui était déjà en cours à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais aussi le lancement de la campagne électorale par la coalition Lamuka ce mercredi au niveau de la ville de Beni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Nous en parlons dans ces grands plateaux de séjour qui reçoit pour vous Monsieur Jean-Jacques Mamba, porte-parole du mouvement de libération du Congo et candidat député national dans la circonscription électorale de la Lukunga, candidat numéro 435 sur la liste du MLC. Jean-Jacques Mamba, bonjour, bienvenue. Merci. Avec lui, nous allons devoir analyser toutes ces questions-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais cette émission sera co-présentée aujourd'hui par mon confrère, avec le concours de mon confrère Serge Kabongo. Serge, bienvenue et bonjour. Merci. Nous en parlons, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Alors, Jean-Jacques Mamba, avant de rentrer dans les sujets prévus aujourd'hui, comment ça se passe déjà sur le terrain? Vous êtes candidat député national au niveau de la Lukunga. Bon, c'est vrai que les conditions de terrain sont compliquées, difficiles. C'est très lié au contexte sociopolitique et aux habitudes acquises depuis 2006 et 2011. Ça veut dire que l'élection ressemble à une foire où vous avez des fausses promesses, des promesses non tenues, celles des électeurs qui disent qu'ils vont vous voter mais après qu'ils ne le font pas, et ceux des candidats qui prétendent faire des choses pour les communautés et qui à la fin se détournent d'eux. Donc en fait, c'est un marché de dupes, ça ressemble un peu à cela, et la situation socio-économique n'aide pas. Après, nous avons des militants, nous avons des personnes sérieuses qui comprennent les enjeux, parce qu'on va dire que la situation du pays est très très difficile, et si les gens ne mettent pas un peu de conscience dans ça, si les gens ne considèrent pas que voter, c'est aussi confier une partie de sa vie, du moins 5 ans de sa vie, à des personnes qui peuvent la détruire, on doit faire ce travail-là et c'est ce que nous faisons. Alors, ça se passe comment vous faites pour vous démarquer avec tous les autres qui ont eu à tromper peut-être la population, à faire des campagnes démagogiques, qui n'ont pas eu à réaliser à tenir leurs engagements après les élections de 2011? Comment vous faites sur le terrain? Ça se passe comment? Bon, sur le terrain, on a des remontrances du genre, oui, tel était chez vous, il est parti, oui, vous dites toujours ça et après vous changez. On a ça. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que si vous avez été déçu une fois, vous le serez tout le temps? Il faut répondre non à cette question. Parce qu'on ne peut pas tomber dans la fatalité de se dire que ce pays ne changera jamais et que ça ne sert à rien. Donc s'il y a élection, c'est parce que quelque part, il y a un infime espoir qu'à un certain moment, les choses peuvent changer. Et nous nous présentons comme des personnes tout à fait volontaires. Nous nous portons garant de ce changement et dont nous essayons d'expliquer à la population. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas chose facile. Alors dites-moi, la campagne, elle est facile pour vous qui n'avez pas été aux affaires, membre du gouvernement ou député national, bref, à l'exécutif, ou bien elle est difficile pour ceux qui ont géré la chose? Il y a une différence entre ceux qui ont géré et ceux qui n'ont pas géré? La différence est à quel... Oui, la différence c'est que vous avez 2 catégories de candidats. Vous avez des candidats qui doivent présenter un bilan. C'est-à-dire, si c'est un candidat qui était au Parlement, il doit présenter son travail parlementaire ou le bilan de son travail parlementaire les 5 dernières années. Et vous avez aussi des candidats qui sont aux affaires, ça veut dire qui étaient dans l'exécutif national. Ils doivent aussi justifier de leur gestion du pays les 5 dernières années. Donc, si on part de ce point de vue, là, c'est compliqué, parce que l'Assemblée nationale n'a rien produit d'intéressant, en tout cas, sans impact sur la vie des populations. On parle d'une floraison de lois votées à l'Assemblée. Voilà, mais qui n'ont servi à rien. Pose problème. Voilà. Et donc, pour cette catégorie de candidats, c'est un peu compliqué parce qu'ils doivent beaucoup plus se justifier que proposer. Alors, la deuxième catégorie des candidats, c'est des gens comme nous qui n'avons pas été au Parlement, qui n'avons pas été dans l'exécutif, qui pouvons corriger ou qui prétendons corriger ce qui a été fait. Vous vendez des illusions? Illusion, je ne vais pas dire cela. Vous savez, lorsque vous êtes dans le pays le plus pauvre du monde, vous ne pouvez que communiquer l'espoir. En tout cas, vous ne pouvez pas vous présenter devant une personne et lui dire qu'il n'y a pas d'espoir parce que nous avons un pays qui a un potentiel et qui a beaucoup de richesses. Ce qui nous manque, c'est des personnes consciencieuses et qui sont au service de la République. Donc, il faut expliquer cette idée, expliquer cet espoir et dire qu'il y a quand même des possibilités s'ils font un bon choix, parce que finalement, c'est le souverain primaire qui est détenteur en ce moment-là du pouvoir et il lui appartient de faire des bons choix. Est-ce que le bilan, il est individuel ou bien il est collectif pour ceux qui ont géré? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de savoir, est-ce que vous sentez aussi ces soucis-là de la part des électeurs, du peuple, de pouvoir réclamer la redevabilité? Est-ce que le peuple demande d'abord le bilan? Oui, d'abord, de manière générale, lorsqu'on juge une assemblée, c'est collectif, parce qu'on parle de l'Assemblée nationale. Mais après, il y a une arithmétique à l'intérieur de l'Assemblée qui fait que des points de vue minoritaires, mais des bons points de vue, ne passent pas.
Alors, la personne qui a été mandatée pour passer ses points de vue, fait rapport à sa base pour dire, écoutez, j'ai posé tel problème, j'ai soulevé telle question à l'Assemblée, mais malheureusement, la réalité arithmétique a fait que la loi ne passe pas. Il a rendu compte, mais l'échec épatant, c'est-à-dire c'est un échec général de l'Assemblée, mais en ce qui le concerne individuellement, il a rempli sa part de contrat. Ça veut dire il a été élu pour porter certaines choses au niveau de l'Assemblée pour faire passer des lois, mais l'arithmétique lui empêchait de le faire. Voilà, donc ça c'est un aspect. Maintenant, le deuxième aspect, lorsque vous posez la question de savoir s'il y a un souci de redevabilité, moi je vais dire ceci. Le problème que nous avons dans ce pays est le suivant. Prenons un cas d'un pays européen. Vous avez ce qu'on appelle le SMIC, ok ? Quelqu'un arrive, le SMIC est indexé, il a 1 000 € par exemple, ou 1 000 $. Et puis à l'Assemblée nationale, on fait des indexations, le coût de la vie et tout ça. On décide de porter le SMIC à 1 100 $. Cette personne-là qui recevait 1 000 $ recevra 1 100. Le différentiel ou les 100 $ de plus qu'il a reçu, c'est ce que moi j'appelle l'impact du travail parlementaire dans sa vie. Donc dans sa conception de ce travail-là, dans le respect qu'il a vis-à-vis d'un parlementaire, ces 100 $ là se justifient. Ça veut dire que pour lui, les 100 $ là donnent la valeur même du travail parlementaire. Mais il se fait que dans ce pays, depuis 2006, et aujourd'hui nous sommes en 2018, aucune loi n'a impacté la vie des gens. De telle sorte que lorsqu'on parle d'élection, ça ressemble à une foire parce que personne ne peut vous dire qu'il y a telle loi à tel moment qui a amélioré ma condition de vie. Et lorsqu'il y a même des lois, elles ne s'appliquent pas. Donc, le travail de campagne est très difficile parce que dans l'imaginaire collectif, il n'y a pas d'indice palpable ou d'impact visible du travail parlementaire dans la vie au quotidien. Mais si je me permets de vous résumer, sans toute fausse modestie, est-ce que la campagne sur les valeurs, la campagne sur le profil, la campagne sur les projets ne compte pas ici? Mais écoutez, faites l'expérience, allez en campagne, parlez aux gens, vous allez voir que vous pouvez parler pendant 1 heure et les gens attendent la fin. Parce que les gens sont fatigués. D'ailleurs, la première des réactions, c'est de vous dire, oh, tout ça, on a déjà entendu. Ça veut dire que les gens deviennent insensibles. Ils attendent quoi à la fin? Ils sont insensibles. Ils attendent 2000 francs, 2500, 3000. Les gens deviennent insensibles à la rhétorique. Alors, M. Jean-Jacques Mamba, au-delà du bilan qui semble négatif de la part du gouvernement en place, cette campagne, c'est fait ou vous êtes en train de mener une campagne dans un contexte de division au sein de l'opposition? En fait, c'est quoi le message que vous apportez face à cette division de l'opposition? Bon, le MLC a fourni tous les efforts pour que nous allions en ordre uni ou que nous ayons un seul candidat. Rappelez-vous que M. Jean-Pierre Bemba, depuis sa prison, avait lancé un message à toute l'opposition pour mettre les égos de côté pour que nous ayons un seul candidat. Ce n'est pas chose facile, parce que au FCC c'est facile, le chef de l'État est à l'armée, il a un pouvoir coercitif, il peut obliger les gens à le faire. Dans l'opposition, c'est chacun qui se pense être leader. Et pour concilier les points de vue et pour demander aux uns qui ont déjà payé 100 000 $ de céder par rapport aux autres, ça demande des contreparties qui ne sont pas gérables facilement. Donc c'était un travail dur. C'était un travail qui demandait beaucoup d'intelligence, beaucoup de patience et beaucoup d'humilité. Nous nous sommes lancés dans ce travail. M. Jean-Pierre Bemba a été invalidé. Mais il n'a pas baissé les bras. Il a dit, écoutez, même si ma candidature ne passe pas, parce que nous avions pris l'engagement d'avoir un seul candidat, nous allons continuer le chemin ensemble et nous allons soutenir ce candidat-là. Donc vous connaissez l'épisode de Genève, vous connaissez celui de Nairobi. C'est des choses qui sont arrivées malgré nous, parce qu'aujourd'hui, nous les constatons, elles s'opposent à nous. Division peut-être, mais je pense que du côté catch et du côté Lamouka, nous avons quand même un seul adversaire commun, c'est le FCC, et il ne faudrait pas que l'une ou l'autre partie oublie cet objectif. Mais il semble que vous êtes maintenant dans des polémiques. Il y a la Mouka ou le candidat de la Mouka qui jette un peu le colibé contre ceux de Cash, dirigés par Félix Tshisekedi. Vous semblez oublier votre cible principale qui Non, je crois qu'il faut situer ça dans le débat parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de plaintes qui vont dans ce sens-là. Je crois que nous devons, à notre peuple, nous avons un devoir, comme vous dites, de redevabilité. Notre peuple attend l'alternance. Et notre responsabilité, en dépit des divergences sur la manière d'élire ou de choisir le candidat commun, ne devrait pas nous amener à faciliter la tâche au FCC. Donc je pense qu'ici, c'est un message d'apaisement que je lance, parce que je ne pense pas que M. Félix Tshisekedi soit notre ennemi ou soit notre adversaire politique. Je crois que l'adversaire que nous avons dans ce pays, c'est d'abord la misère, c'est la pauvreté, ce sont les tueries, c'est la corruption. Et les géniteurs ou les auteurs moraux de tout ça, c'est le FCC. Et lorsque M. Chadari se présente comme le successeur ou il va... le successeur de M. Kabila, ça veut dire que ces choses vont continuer et je crois que nous devons nous concentrer sur cette bataille. Vous particulièrement, M. Jean-Jacques Mamba, candidat député national, c'est quoi le message que vous apportez aujourd'hui au niveau de la base? Parce qu'il y a beaucoup d'entre les membres, notamment de votre parti, les MLC, qui ont été élus en 2011, ils ont apporté le discours du changement, semble-t-il, mais finalement, ils ont tourné
les dos à cette population-là pour se retrouver peut-être du côté de la majorité, défendre leurs problèmes. Écoutez, vous savez, les relations, la vie politique, c'est l'image même de la vie humaine. Ça veut dire que les gens peuvent cheminer ensemble à un certain moment, se séparer. Après, vous pouvez avoir des relations avec des gens, ça peut être des amis, vous évoluez à un certain moment et vous vous séparez. Voilà, ça c'est l'essence même de la vie. Maintenant, ce qui est quand même dommage en politique, c'est que lorsque, à l'ère numérique, vous prononcez des mots durs à l'encontre de M. Kabila, vous jurez que ce pays, avec Kabila, ça ne peut pas fonctionner. Vous jurez de par tous les dieux que ce pays est détruit par Kabila et que 2 ans après, vous revenez sur le même plateau sans rigoler, vous dites que Kabila est un visionnaire, là ça pose un problème. Ça pose un problème pour les générations qui arrivent, ça pose un problème pour les enfants, pour ceux qui ont 14-15 ans et qui comprennent que la politique c'est un jeu. Ça ouvre aussi la porte à, si vous voulez, la banalisation de la chose politique. Aujourd'hui, nous avons des candidats, des musiciens. Écoutez, moi aujourd'hui, si je vous dis que je fais Mamba Musica, vous allez vous étonner. On a un studio ici, si je vous dis, écoutez, Nabi Sindou est mort, où j'ai un orchestre, tout le monde va rigoler. Mais on n'arrive pas à rigoler quand un musicien devient un politicien ou veut faire la politique. Pourquoi? Parce que le comportement des politiciens a rendu, les gens pensent que être menuisier, c'est beaucoup plus difficile que devenir politicien. Vous comprenez? Être maçon, c'est beaucoup plus difficile que devenir politicien. C'est là où il y a l'échec de la classe politique. Mais voilà, mais c'est par rapport à ce genre de comportement. Là où vous avez échoué, vous, la classe politique. Mais j'assume en tant que politicien, pas à titre individuel, mais à titre collectif, que notre comportement a banalisé, si vous voulez, la valeur, ou si vous voulez, la valeur intrinsèque, et même la difficulté que relève, par exemple, légiférer la législation. Vous voyez, lorsque vous êtes au Parlement, vous devez légiférer. Je ne vois pas comment mon ami Werrason, je ne vois pas comment mon ami Adolphe va commencer à légiférer. Je ne les vois pas. Est-ce que c'est encore possible de changer, puisque vous avez... Non, c'est-à-dire que nous devons nous battre pour rendre la chose difficile. Je veux dire qu'aujourd'hui, par le fait de la démocratie, si M. Ouera se retrouve au Parlement, nous devons nous organiser pour qu'il produise des lois. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent au Parlement dire oui et puis non. Je veux dire que le Parlement doit créer les lois qui doivent améliorer les conditions de vie de la société. Et une personne qui n'est pas en mesure de faire ce travail-là ne peut pas faire partie du Parlement. Ça n'a pas été fait, notamment dans les législatures passées. Non, dans les législatures passées, vous savez, tout vient du sommet. Lorsque, au niveau du sommet de l'État, on banalise la compétence, au niveau du sommet de l'État, on place tout le monde tout, alors en ce moment-là, ça suit. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas en train de dire, par le fait de la démocratie, un musicien peut devenir un politicien, parce qu'il est élu. Mais la question est de savoir, lorsque vous acceptez une charge ou une responsabilité, êtes-vous en mesure de l'assumer? Et lorsque vous n'êtes pas en mesure de l'assumer, vous êtes en train de desservir la société. Vous desservez la communauté parce que vous vous retrouvez à un endroit où vous n'êtes pas en mesure de donner le meilleur de vous-même. Mais en même temps, vous êtes une charge pour le contribuable parce que vous êtes payé pour cela. Donc cela veut dire que si nous avons un Parlement où vous avez des gens du théâtre qui ne savent pas écrire ni lire, on a beaucoup d'exemples ici des personnes ils ont fait des interviews en français, ça ne passe pas. C'est comme moi, Jean-Jacques Mamba, je parle au studio aujourd'hui, je fais un album, personne ne va l'acheter. Parce que ce n'est pas ma compétence. Mais ici, à cause du comportement des politiciens, du comportement dont les gens se disent, bon écoutez, je suis musicien, il y a ma femme qui sera musicienne, je suis député, ma femme sera candidate aussi, ma fille sera candidate. Donc c'est banal. Et moi je promets que si j'ai la possibilité de devenir député, moi, je vais m'organiser pour que ça redevienne difficile. Parce qu'il faut qu'on crée le débat. Et les personnes qui ne seront pas... Et on doit avoir même un mécanisme d'évaluation par C'est pas un nouveau discours, hein? Non, je dis ceci. Puis, il faut qu'il y ait un mécanisme. Vous savez ce qui se passe dans ce pays, c'est quoi? C'est là, on aime beaucoup arrondir les angles. Ça veut dire, comme je le dis en lingala, ceux qui m'appellent Ali vous disent non, il faut éviter des attaques personnelles. Le domaine politique relève du public. Dès lors que vous présentez, vous êtes dépositaire de l'autorité publique, que vous êtes candidat ou que vous êtes député, vous n'avez pas de vie privée en dehors de votre vie familiale. Tous les actes que vous posez sont à destination de la communauté et sont critiquables. Mais nous, on a peur de le dire. Alors, les problèmes, c'est pour lesquels vous parlez, vous dénoncez le fait qu'il n'y a pas assez de compétences dans le travail parlementaire, ou bien c'est le problème de l'environnement ou de la... Je parle de l'environnement. Je suis en train de dire ceci. La politique, entre guillemets, réservée aux élites, c'est quand même un travail qui est compliqué. Et d'ailleurs, en Europe et aux États-Unis, ce n'est pas le travail qui est le mieux payé. Un ingénieur civil gagne beaucoup mieux sa vie qu'un politicien. Donc, on a réservé la politique pour les gens qui pensent pour la société. Des gens qui passent leur vie à créer des lois, par exemple, au niveau du Parlement, pour améliorer la société. Et c'est tout un travail à temps plein. Ce n'est pas un lieu où quelqu'un a de l'argent, tous les mois,
il vient quand il veut et il est là juste pour soulever sa main droite ou sa main gauche. Le devoir de redevabilité au niveau des communautés est exigé ou est exigible à tous les candidats qui sont à l'Assemblée nationale. Donc il ne faudrait pas que nous ayons encore, après troisième cycle d'élection, une assemblée aphone dans laquelle vous avez quand même des gens qu'on appelle abusivement députés et honorables, mais qui ne font pas leur travail. Alors, il y a des députés, vous, peut-être, vous avez l'expérience électorale en 2011, vous étiez candidat, vous avez fait plus de 8000 voix à Lukunga, d'autres ont été élus. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, politiques, quand vous n'êtes pas élu, vous êtes redevable vis-à-vis de votre parti, vous respectez les consignes du parti. Une fois élu, vous arrivez à l'Assemblée, je parle des députés de tous bords. Vous pensez que vous avez maintenant les mandats et que les mandats des députés peuvent vous pousser à aller aborder un bord politique et après vous dites que vous pouvez faire aussi comme les MLC, comme on a entendu parler quelqu'un qui dit lui aussi il crée son mouvement, un peu comme le mouvement de libération du Congo. Oui, là vous faites allusion à l'émission de M. Germain Kambinga, qui est un garçon très courageux et très intelligent, je voulais dire. Votre ancien camarade du MLC. Oui, c'est un ami en plus. Oui, avoir un mandat, c'est une chose. Mais être redevable des charges que nous avons ou que nous recevons, c'est une autre chose. Je pense que nous avons quand même un parti qui a plus de 500 partis politiques et aujourd'hui, je ne sais pas combien de plateformes, plus de 80 plateformes. Ça pose aussi un problème. Le problème de leadership. Ça veut dire qu'à un certain moment, les personnes, ou nous les Congolais, pensons que nous avons tous un destin national. C'est-à-dire que tous devons devenir des présidents de la République. Regardez, quelque chose de très banal. On vous cire les chaussures. Suivez ce que ce monsieur leur va dire. Le petit qui vous cire, il va vous appeler mon pas au président. Ça veut dire que chez nous, que je sois dans le monde associatif, vous allez voir quelqu'un qui est dirigeant d'une ONG, jusqu'à sa mort, il sera le président de cette ONG, que ce soit une ASBL, les partis politiques, c'est un peu comme cela. Et donc, quel est le problème qui est posé? Vous savez, nous avons quand même une tendance à évoluer dans la vie. Donc, quelqu'un qui n'était pas député, il devient député, il commence à avoir des ambitions. Lorsque les ambitions sont mal gérées, ça crée l'éclatement. Et c'est ce qui explique la prolifération des partis politiques. Maintenant, quitter une obédience politique ou quitter un parti pour créer un autre de la même obédience, ça peut être pardonnable. Ça veut dire que vous restez dans l'opposition, mais vous gardez vos idéaux. Mais lorsque vous quittez le point A vers le point B, qui sont diamétralement opposés, là, ça pose un problème. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes obligé de vous dédire, vous êtes obligé de faire désespérer. Notre ami Germain Kambinga, il était en Gaba dernièrement, mais on a tout cassé. Il a peur d'affronter Lukunga alors que c'est un de Lukunga, parce qu'il sait que partout où il va, on l'insulte. Sur son profil Facebook ou Twitter, on ne fait que l'insulter. Chaque fois qu'il écrit quelque chose, pour un politicien, ça choque. Mais vous aussi, vous risquez de payer ça. On va dire, il était au MLC, il a fait pareil. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Il parlait bien comme vous, il s'habillait bien comme vous. Je préfère en parler, pourquoi? Parce que ça fait depuis 2011. En 2015, lorsqu'il y avait des élections provinciales avortées. Ça vous colle à la peau, hein? Chaque jour. Chaque fois que je commence à parler, on pense qu'il est de ma famille, que je suis son sosie ou que je suis son jumeau. Oui, vous savez, on avait Germain. Non, il faut que les gens sachent que chacun a son parcours. Et c'est de notre faute. Quand je dis que c'est de notre faute, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on confie des responsabilités petites à une personne et que vous remarquez que cette personne ne gère pas bien ses responsabilités, la personne va au Parlement, elle fait des motions, comme vous le savez, avec Aboueloulou. Elle quitte le Parlement, elle va au ministère de l'Industrie. Elle fait ce qu'elle a fait au ministère de l'Industrie. Et tout le monde le sait. Alors, si vous continuez à confier des responsabilités à ces personnes-là, mais vous vous en prenez aux autres comme si on devait payer les péchés des conduites individuelles, alors qu'en réalité, chacun a sa conduite. Alors, monsieur Jean-Jacques Mamba, je rappelle à tous les auditeurs qui suivent sur la Radio Liberté, nous recevons pour vous, dans ce grand plateau, monsieur Jean-Jacques Mamba, porte-parole du mouvement de libération du Congo, candidat député national, numéro 435 dans la circonscription électorale de la Lukunga. Avec lui, nous parlons de l'évolution du processus électoral, mais aussi la campagne qui est en cours en République démocratique du Congo. Avant de parler du lancement de la campagne La Mouka avec votre candidat président Martin Fayulu, j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire quelque chose à propos de votre candidature. Pourquoi la population de Lukunga doit-elle vous faire confiance, vous, M. Jean-Jacques Mamba? D'abord, je ne voulais pas individualiser le débat, donc je dis dans l'ensemble, tout le monde aspire au changement. Ça veut dire que dans une population, 95% de la population souffre et est très pauvre, extrêmement pauvre, le pays le plus pauvre du monde. C'est tout à fait normal qu'on puisse capitaliser l'envie de changer les choses. Donc la Mouka vient comme une réponse, si vous voulez, à la souffrance du peuple congolais. Maintenant, à titre individuel, je pense que j'ai commencé, je suis MLC, ça fait aujourd'hui 12 ans. Je pense que nous émettons des idées de voir comment, nos idées vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Congolais en général.
Et nous aimerions participer activement. Parce que là, nous n'avons pas le pouvoir de légiférer. On ne peut pas transformer, si vous voulez, nos pensées, nos idées et nos projets en projets de loi pour qu'effectivement, ça puisse aider la population. Donc là, l'élection, c'est le seul moyen par lequel je peux obtenir un siège qui me permet de matérialiser, si vous voulez, l'ensemble des idées que je véhicule depuis 4, 5, 6 ans. Donc voilà pourquoi moi je postule. C'est quoi le message particulier que vous apportez aujourd'hui? Message de la recette particulière de M. Jean-Jacques Mamba par rapport à Germain Camille, par rapport aux autres? Non, il n'y a rien, écoutez, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. Vous savez, j'évite souvent les comparaisons. Mais ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Même Gandhi l'a dit. Il ne faut pas entendre ce que les gens disent. Il faut voir ce qu'ils font. Et je pense que j'ai un parcours, nonobstant ma dernière responsabilité au niveau de la chaîne CCTV. Mais lorsque vous suivez mon parcours, il y a des témoignages. J'aime travailler. J'aime améliorer les choses et je suis comme ça. Ça veut dire que si on me confie une responsabilité, je vais bien la faire. Pas parce que je l'ai dit, mais parce qu'à chaque fois qu'on m'en a confié, je les ai bien faites. Que ce soit ici, que ce soit à l'étranger. Donc moi, je parle de ce que j'ai déjà fait et non simplement des intentions de ce que je vais faire parce que là, c'est trop facile. Tout le monde peut vous faire confiance sur base de vos projets. Mais moi j'ai un bilan à défendre et je peux vous assurer que c'est un bilan dont je ne me vanterai pas, mais qui est quand même satisfaisant. Jean-Edard, si vous me permettez, deux petites questions avant de prendre la campagne Lamouka. Monsieur Jean-Jacques Mamba, j'aimerais dire qu'au-delà de votre casquette d'homme politique, vous êtes un homme d'affaires aussi. Vous gérez 2 entreprises. Nous voyons comment ça marche. Mais vous semblez, comme tous les candidats de l'opposition, être un peu comme des donneurs de leçons. Alors j'aimerais que vous puissiez vous démarquer de tous ces candidats du FCC que vous critiquez tout à l'heure en nous disant le montant de votre budget de campagne, vous personnellement, c'est combien? Et ça c'est de 1. Et de 2, vous avez cet argent de vous-même ou bien c'est l'argent de la coalition Lamouka? Parce qu'il ne faut pas faire comme les gens du FCC ont fait. Et pour terminer, j'aimerais que vous puissiez nous dire aujourd'hui si un électeur de la Lukunga ou soit du PIV allait voter, comment il devrait se comporter? Bon, écoutez, déjà, je ne vais pas donner des chiffres exacts, mais une bonne fourchette. Une fourchette très réaliste. Parce que les dépenses de campagne sont progressives. Vous savez, nous avons 2 259 000 candidats électeurs à Lukunga et ça va de Mitende à Barumbu. Donc je peux vous dire que vous avez du monde à rencontrer et vous ne savez pas si vous voulez préétablir un budget. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une campagne plus ou moins normale aussi entre 20 et 35 000 $ au niveau de la circonscription de Lukunga, vous pouvez être visible et battre votre campagne. Donc je serai où je suis dans cette fourchette-là. Maintenant, de manière générale, savoir où est-ce que j'ai... Vous avez fait l'appel de fonds, est-ce que c'est la coalition qui vous prend en charge? J'ai plusieurs sources de financement. D'abord, ce sont des sources de financement personnelles, parce que je suis un travailleur, comme je vous l'ai dit, j'ai des activités qui génèrent des revenus. Après, effectivement, j'ai lancé une campagne sur le net avec un lien, il y a des amis qui m'ont soutenu, j'ai eu des amis, j'ai même un ami belge qui m'a envoyé 1 000 $. Donc je veux dire que, non, un ami belge qui est beaucoup plus soucieux que le Congolais, qui ne fait pas la politique et qui admire et qui apprécie ce que je fais ici, qui m'a dit, écoutez Jean-Jacques, c'est ta campagne, je t'envoie 1 000 $, il me l'a fait. Il y a aussi des Congolais qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir. Donc je veux dire, le drame, c'est qu'une campagne électorale ne peut jamais marger du patrimoine personnel. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a des marges du patrimoine personnel, le premier réflexe lorsqu'on est à l'Assemblée, c'est de se faire rembourser. Donc, dans les pays développés, on organise des collectes, les gens payent parce que c'est une affaire publique. Vous allez pour défendre un bon nombre de gens et les gens qui pensent que vous êtes porteur du projet qui les concerne, ces gens-là vous financent. Malheureusement, ici, c'est sur fonds propres et c'est compliqué. Donc, voilà les différentes sources de financement que j'ai. Effectivement, la Mouka va aussi nous assister. Nous avons appris que nous aurons une petite enveloppe. Elle est bienvenue. Mais c'est vrai que le temps qu'elle arrive, il faut que nous fonctionnions. Et on est en train de fonctionner. Comment un électeur peut se comporter aujourd'hui pour aller voter? Un électeur doit considérer une chose, que sa voix, c'est sa vie. Ça veut dire que lorsqu'il porte son choix sur une personne, il est en train de dire à cette personne, je te laisse me gérer pendant 5 ans. Et j'ai demandé à tous mes électeurs, et même ceux qui ne le sont pas, que même s'il a un frère, un papa, une soeur, un oncle qui est du FCC, ou un frère, même père, même mère, qui ne le vote pas. Parce que cette personne serait élue, pourra l'aider lui, mais rendrait un très mauvais service à la communauté. Lamouka a parlé de la campagne à l'américaine. Vous avez une enveloppe, vous faites des estimations de 30 à 35 000 $. 20 à 20 voilà, nous espérons que ce n'est pas pour corrompre les électeurs. Hein. C'est pour la visibilité du candidat Jean-Jacques. Non, je vais vous décliner. Vous avez, aussi, à part monsieur Chadari, qui avec l'argent de l'État a pris 80% des panneaux. Il a dit ça hier à Guémena, qu'il était venu avec une bonne enveloppe, et qu'il quitterait Guémena une fois les sources seraient épuisées. Bon, personne ne va lui demander où il a eu l'argent, mais nous savons
qu'il a pris plus ou moins 85% des panneaux de la ville. Mais je vais vous décliner très rapidement les dépenses. Vous avez par exemple tout ce qui est panneaux. Vous êtes plus ou moins, si vous en prenez 3-4, vous êtes à 10 000 $, les grands panneaux. Après, vous avez les affiches. Vous avez les affichettes, et j'en profite pour le dire ici. J'ai des affiches de 1 mètre carré, et il y a des politiciens que je connais qui ont engagé des jeunes pour me désafficher. Donc, par exemple, sur UTEX, toutes les affiches que j'ai mises ont été remplacées par les affiches d'un politicien que je connais, que vous connaissez. Et je l'ai contacté. C'est vous qui connaissez. Je l'ai contacté et il est en train de nier. Il dit que ce n'est pas lui, mais je sais que c'est lui qui l'a fait. Donc, le contexte est quand même difficile, mais prenez les affiches. C'est un poste qui va aller jusqu'à 5-6 000. Et après, vous avez les descentes. Donc, bref, vous atteignez facilement les 20-25 000. Alors, nous allons clôturer ce grand plateau avec ce sujet, le lancement de la campagne électorale de la coalition dont votre parti fait partie également. La coalition Lamouka a béni avec le candidat numéro 4, Martin Fayoulou. Pourquoi les choix de la ville de Béni et comment ça se passe en termes d'organisation? Parce qu'aujourd'hui, on a appris également qu'il y avait la réunion de la coordination de Kinshasa. On a invité tous les candidats. Est-ce que vous êtes déjà en possession de tous les outils possibles pour mener la campagne? Mais la coalition dispose déjà de 2 avions. Il me semble qu'il y a 2 autres avions qui vont arriver, donc ça fait 4. On parle de campagne à l'américaine, c'est celle-là. Ça veut dire une campagne avec 4 avions. C'est vraiment une campagne. Après, voilà. Nous sommes quand même une plateforme qui regroupe plusieurs grands et forts partis. C'est-à-dire vous avez le MLC, vous avez Ensemble et les autres qui accompagnent. Et je crois que M. Fayoulou est un bon profil. Quand je parle de bon profil, non seulement il a été élu, malheureusement les deux, M. Fachi et M. Vital, se sont neutralisés parce qu'ils ont refusé de voter l'un pour l'autre. Moi, je considère que M. Fayoulou a été élu et je considère que son profil est très intéressant. Parce que c'est une personne d'une certaine probité morale, d'une certaine expérience professionnelle avérée. Et je pense qu'il est vraiment en mesure aujourd'hui, pas trop populaire. Non, vous savez, monsieur Obama, dans la campagne de Virginie avec Bill Clinton, c'est Obama qui prenait la jaquette de Bill Clinton pendant que Bill Clinton faisait la campagne. Il était incognito. Je veux dire que les médias peuvent fabriquer une personne. Et c'est très peu de temps. Les moyens que nous mettons en œuvre vont augmenter sa notoriété. Et pourquoi la ville de Béni, j'épilogue par là? Mais parce qu'au fait, lorsqu'on parle du Congo aujourd'hui, ce que l'on retient en dehors de nos richesses, je veux dire, ceux qui cristallisent les souffrances de notre peuple. Déjà, la famine, c'est depuis un très, très long moment. Mais nous avons quelque chose de singulier, de particulier qui n'est jamais arrivé dans notre pays. Et cela est arrivé à Béni, où tous les jours, les gens sont décapités et égorgés. À l'époque de Mobutu, ça n'est jamais arrivé. Depuis que M. Kabila est là, ça fait 17 ans, où vous ne pouvez pas faire 2-3 jours sans entendre qu'on est entré, qu'on a tué, qu'on a décapité, ainsi de suite. Donc c'est très symbolique. C'est très symbolique pour dire, écoutez, nous sommes aussi en campagne électorale, nous voulons l'alternance pour arrêter cela. Alors, et donc nous commençons par Béni. Alors, pour ce premier déplacement, comment vous avez apprécié l'accueil de votre candidat? Parce qu'il y a aussi les nombres, ça compte aussi. Mais il y a une foule immense qui est venue accueillir le candidat. Et puis voilà, donc ce n'est qu'un début. Je pense que M. Fayoulou va surprendre. Pour ceux qui pensaient qu'il ne serait pas à la hauteur de la tâche, il surprendra plus d'un. Et ça, c'est la question sécuritaire. C'est vrai que c'est à Béni. C'est vraiment les nerfs de la guerre à Béni. C'est vrai. Est-ce que ça sera une campagne du genre, nous avons prévu comment asphalter autant de kilomètres de route? Est-ce que nous allons passer de la desserte de 2 à 20%? Et quels sont les moyens? Est-ce que ça sera la desserte en électricité ou en eau potable? L'éducation sera de l'ordre de tel pourcent à tel pourcent, et voici comment nous allons trouver de moyens. Est-ce que ça sera une campagne de cette manière? Est-ce que les Kinois aussi s'attendent à cela? Est-ce que les Kinois voteront par rapport à ces promesses et par rapport au projet et au programme? Bon, déjà, vous savez, nous avons un pays qui a tout, et ce qui nous manque, c'est juste le sérieux. Aujourd'hui, M. Kabila, il nous laisse un pays détruit dans lequel, pour lui, il estime que plus ou moins 15 milliards de fuites fiscales chaque année, et il n'a pas réussi à résorber cette fuite fiscale. Et donc, avoir un leadership sérieux réglerait à peu près 60% de nos problèmes. Après, il ne faut pas oublier que nous avons la décentralisation. Ce n'est pas pour rien qu'on a 26 provinces aujourd'hui. Ça veut dire que le gouverneur se comporte, entre guillemets, comme un premier ministre dans sa province, mais il n'y a pas eu le mécanisme de rétrocession qui a empêché aux provinces de se développer. Donc il faut d'abord remettre le pays sur les rails, faire fonctionner les lois,
essayer d'être un peu coercitif au niveau de la gestion du patrimoine commun qui sont les finances publiques, et après avoir des initiatives. Nous ne sommes pas dans la fantasmagorie ou dans tout ce qui est illusionniste. Ce sont les premières priorités des familles. Voilà, et bien sûr, parce que vous avez vu, en 2006, on nous a montré des TGV, 2011 c'est pareil, mais rien n'est arrivé, même pas un aéroport. Maintenant, M. Chadari est en train de se promener avec des photos du projet d'aéroport. En 17 ans, vous ne savez même pas faire un aéroport, alors que Macky Sall est arrivé après, il a fait un très grand, qui est presque comme celui de Charles de Gaulle. Donc ils n'ont pas de volonté politique et on ne va pas emboîter le pas en faisant miroiter aux gens des choses qui sont plus ou moins normales. Je veux dire, un président ne va pas quitter son mandat et dire à la fin, écoutez, voilà, j'ai bien travaillé parce que j'ai fait un aéroport. Je veux dire que ce sont des choses qui sont entre guillemets, qui relèvent même... Les agrégats de base. Hein. De base. Alors, monsieur Jean-Jacques Mamba, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous d'être venu, d'être passé au grand plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous avons eu le réel plaisir de vous recevoir ensemble, co-président de cette émission, avec Serge Kabongo. Mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez sur la radio Liberté Kinshasa, nous recevions pour vous Jean-Jacques Mamba, porte-parole du mouvement de libération du Congo, candidat député national sur la liste du même parti politique dans la circonscription électorale de la Lukunga. J'aimerais que le candidat Mamba puisse quand même nous donner un engagement. Nous puissions revenir sur ce plateau. Très rapidement, nous sommes à la fin. Je reste sur ma soif parce que nous devons parler projet et idée du regroupement Lamuka. Étape par étape. Écoutez, d'abord, il faut... Peut-être très prochainement. Très prochainement, ouais. Il faut m'inviter un deuxième point. Secteur, voilà, c'est ça. Ouais. Nous reviendrons très prochainement. Les rendez-vous est donc pris. Je souhaiterais quand même que vous puissiez communiquer votre numéro de téléphone. Vous avez l'état-major, vous êtes candidat, comment? Oui, nous avons un QG. Par exemple. Nous avons un QG, mais bon, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas le donner comme ça parce que j'ai vu qu'on désaffiche tout ce que je mets sur le boulevard, donc on risque de venir attaquer mon QG. Nous travaillons, le travail de fourmi, en tout cas, tous les jours nous sommes sur terrain et ceux qui veulent nous contacter pourront nous contacter aisément. Il suffit qu'ils passent à CCTV ou ils pourront me voir. Alors, merci beaucoup. Vous êtes réservé, hein, mais je crois que vous deviendrez peut-être député national. Il vous sera peut-être bon de vous habituer à communier avec la population surtout. Il faut votre numéro de téléphone. Non, on le fait. Ne vous en faites pas. Alors, merci à toute l'équipe technique coordonnée par Doudou Montiri. Nous avons parlé du processus électoral et surtout de la campagne électorale en cours en République démocratique du Congo et aussi le lancement de la campagne du candidat de la coalition Lamuka. On essaie également de parler un peu de la vision de Jean-Jacques Mamba comme candidat député national dans la circonscription électorale de la Lukunga. Merci à vous tous de nous avoir regardés, suivis sur la radio de Kinshasa. On se retrouve très prochainement. Ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Merci.